va pouvoir passer à la digitalisation des entreprises et des opérations de commerce import-export au Sénégal. Et avec les solutions, et je vais demander à Olivier Sen de Trédisy, à Nicolas Soyer d'Eurocham, et peut-être un intervenant de la douane, d'être présent à la tribune. Merci Jean-Yves de ton intervention. Et merci à vous tous. Je voulais au passage, tiens, remercier nos amis des collectivités territoriales qui ont fait l'effort de venir ici aujourd'hui. Franchement, c'est gentil et je pense que l'intérêt va être aussi que vous puissiez discuter avec des entrepreneurs français. En tout cas, on va essayer de faire en sorte que vous puissiez discuter le plus vite possible avec eux sur des projets d'investissement. Ok, Emmanuel Butostups, bonjour. Alors, je suis désolé, Emmanuel, on a un peu de retard. Donc, je souhaitais effectivement que vous puissiez faire un peu l'introduction de cette conférence sur la digitalisation en fait, des entreprises et du commerce international. Alors, Emmanuel, vous avez une position un petit peu particulière puisque vous êtes la secrétaire générale, directrice générale de l'ICC France, International Chamber of Commerce. Et donc, vous avez une vision assez transversale en fait, du sujet. Ce qui me paraît, moi, effectivement intéressant, de voir l'évolution du commerce extérieur vers des aspects digitaux et notamment avec la prise en compte maintenant des Incoterms. Alors, vous savez que l'ICC, c'est en fait ceux qui édictent les règles du commerce international. Bonjour Emmanuel. Bonjour Marc, bonjour à tous. J'espère que vous me voyez et que vous m'entendez surtout. On vous entend très bien. Très bien, donc merci beaucoup de m'avoir associé à cette manifestation et à cet atelier en particulier. J'aurais bien aimé être à la tribune, mais bon, voilà, c'était difficile pour moi de faire l'aller-retour. Je voudrais aujourd'hui, pour ouvrir cet atelier, vous donner quelques informations sur la manière dont la Chambre de commerce internationale et son comité français que j'anime voient les enjeux de la digitalisation du commerce international. Et évidemment, on est dans une phase véritablement d'accélération des investissements et du déploiement des solutions digitalisées à la lumière notamment de la crise sanitaire. Donc d'abord un rappel, en fait le commerce international est une activité qui génère énormément de documents papier. Selon l'ICC, pour une seule transaction de financement du commerce international, il y a à peu près 100 pages de documents papier qui sont produites. Et au total, toujours selon l'ICC, chaque année, il y aurait 4 milliards de documents papier qui seraient en circulation pour appuyer des opérations liées au commerce, que ce soit des documents liés au financement du commerce international, des documents douaniers, des documents liés au contrôle. Donc évidemment, cette masse de documents papier, c'est aussi une source parfois d'inefficacité ou de délai, surtout quand certains acteurs ou régions du monde ont digitalisé une partie, mais que malheureusement le pays partenaire ne l'a pas fait. Donc il va y avoir une interruption dans cette chaîne de digitalisation qui va du coup conduire à des surcoûts. Donc les documents qui sont concernés, pour vous donner une idée, parce que je crois qu'il y a des représentants d'administration sénégalaise des douanes présents, on va avoir, et puis évidemment il y a le grand port de Dakar, donc ça concerne aussi beaucoup le transport maritime. Donc il y a des documents commerciaux, il va y avoir le connaissement à bord, les billets à ordre, les lettres de change, les ordres de livraison des navires, les certificats d'assurance de la cargaison, les lettres de crédit, les factures commerciales, c'est une liste sans fin. Ensuite, on a les documents vraiment douaniers, les déclarations import, export, les déclarations de sûreté, de sécurité, tout ce qui est documentation de transit. On va avoir ensuite une autre catégorie de documents, ça va être tous les documents qui vont être exigés des opérateurs à des fins de contrôle réglementaire. Les licences import-export pour les biens à double usage, les certificats phytosanitaires, les certificats CITES pour les espèces animales protégées.
Et puis, bien sûr, également tous les documents liés au transport, les instructions d'expédition standard, de frais d'exportation et ainsi de suite. Donc, au total, cette masse documentaire représente, je le disais, 4 milliards de documents papier en circulation par an. Donc, l'ICC a profité des effets d'accélération des matérialisations liées à la crise pour lancer une grande campagne au niveau mondial en faveur de la digitalisation de ces documents liés au commerce international. C'est une campagne donc, qui se déploie sur tous les continents. Force est de constater aujourd'hui que cette campagne est particulièrement bien relayée en Asie, à Singapour. Également en Europe, c'est le Royaume-Uni qui mène la danse et qui est très en avance par rapport aux autres pays du G7 et notamment par rapport aux pays européens du G7. Donc, l'idée dans cette stratégie digitale, c'est tout simplement de pousser tous les législateurs nationaux à aligner en quelque sorte leur réglementation commerciale nationale sur la loi type de la CNUTSI sur les documents transférables électroniques, qui est une loi type qui a été élaborée en 2017 et qui, en fait, a un objectif très simple. Cet objectif consiste à permettre l'utilisation légale de documents transférables électroniques au niveau national et international. Qu'est-ce qu'un document transférable électronique? En fait, il s'agit de tout document ou instrument émis sur papier qui donne au porteur le droit d'exiger l'exécution de l'obligation qui y est spécifiée et de transférer ce droit en transférant la possession du dit document ou instrument. Donc là, on va retrouver par exemple les connaissements à bord, les lettres de change et les billets à ordre, ainsi que les récépissés d'entrepôt. Donc tout ça, ça peut paraître un peu abscon. En réalité, vous comprenez bien que c'est essentiel d'accorder la même valeur juridique aux documents électroniques transférables qu'aux documents papier. C'est extrêmement important et ça va être valable au niveau national, mais aussi pour les flux transfrontières. C'est le principe de l'équivalence fonctionnelle entre le document papier et le document électronique. Et là, nous avons un certain nombre d'États qui sont tout à fait en pointe, qui ont fait de cet alignement de leur législation nationale sur la loi type de la CNUTSI un élément d'attractivité, un élément de compétitivité de leur territoire et de leur hub de commerce, souvent leur hub portuaire, dans la compétition internationale. Et on peut citer par exemple le Bahreïn, qui l'a fait en 2019, Abu Dhabi et Singapour, qui ont transposé cette loi CNUTSI en 2021. La bonne nouvelle, c'est que les pays du G7 en ont fait l'une de leurs priorités, et que nous avons depuis le 28 avril une déclaration des ministres de la technologie et de l'économie digitale du G7 qui reconnaît justement que finalement le commerce international est une économie encore dominée par le papier et que en tant que telle, cette économie papier génère des retards, de l'inefficience, de la fraude, des erreurs et évidemment un impact environnemental aussi négatif. Du coup, il est demandé à chaque ministre de la technologie et de l'économie digitale de faire l'inventaire dans sa propre juridiction des différentes lois et réglementations applicables à l'ensemble de ces documents que je vous ai cités. Et nos amis britanniques qui président le G7 ont pris le lead, puisqu'ils ont d'ores et déjà lancé une consultation juridique pour faire l'inventaire de toutes les réglementations applicables au Royaume-Uni pour savoir celles qui sont en phase et celles qui sont en contradiction avec la loi de la CNUTSI. Et là où ça devient très intéressant, c'est que ICC UK, donc notre homologue britannique, a diligenté avec des partenaires privés comme Coriolis et comme certaines banques, notamment la Barclays, une étude d'impact économique pour savoir si toute la législation britannique rendait possible cette équivalence fonctionnelle entre les documents électroniques transférables et les documents papier, quels seraient les bénéfices? Et là, on a des chiffres qui sont véritablement extrêmement significatifs.
D'abord, ça permettrait de réduire le nombre de jours pour traiter ces différents documents de 75%, dégageant ainsi évidemment des ressources de productivité importantes dans les entreprises, notamment les banques qui dédient une partie de leurs équipes à ce travail. Ça pourrait générer au total, selon ce business case au Royaume-Uni, jusqu'à 224 milliards d'économies pour les différents documents, le connaissement à bord, le billet d'ordre, la lettre d'échange et les billets à ordre. Donc c'est tout à fait considérable et ça permettrait également de générer, du fait des économies réalisées par les banquiers, une capacité supplémentaire en matière de financement international pour réduire ce fameux trade finance gap de 1 milliard de livres. Donc, vous voyez que les bénéfices tels qu'ils ont été chiffrés par nos homologues au Royaume-Uni sont tout à fait considérables. Donc, au niveau du comité français, on a décidé d'en faire une de nos priorités. On a mis en place une task force sur ce sujet qui est animée par Madame Axelle Lemaire, anciennement secrétaire d'État à l'économie digitale en France. On a un soutien très fort des banquiers. J'ai vu qu'un certain nombre d'entre eux étaient présents aujourd'hui. On a notamment le soutien de la Société Générale et de BNP Paribas. On a également le soutien du grand armateur basé à Marseille, CGM. Et on a également dans le groupe la directrice douane de Alstom. Donc, au sein de ce groupe, on va élaborer un livre blanc sur la digitalisation des règles du commerce international qui va nous permettre de l'inventaire de ce qui est d'ores et déjà digitalisé, mais pas forcément connu des opérateurs. Je pense en particulier aux e-certificats d'origine qui sont délivrés par la Chambre de commerce et d'industrie de Paris. Je pense également aux e-carnets ATA qui vont se déployer à titre expérimental en France cette année, et également de tous les outils qui ne le sont pas et qui devraient l'être. Et ensuite, on élaborera un certain nombre de recommandations, y compris à l'égard des pouvoirs publics français. Donc maintenant, la question, c'est est-ce que vous, au Sénégal, vous êtes intéressé par cet exercice. Je comprends que vous avez fait le choix d'une dématérialisation, d'une digitalisation au niveau de votre administration. J'ai vu avec intérêt que depuis 2014, il y avait d'ores et déjà un service de télédemande des actes d'état administratif avec certains développements d'ores et déjà disponibles, certificats de conformité, certificats d'urbanisme. Donc, je comprends que c'est vraiment un des axes forts de développement de l'administration au service des utilisateurs. Est-ce que cet exercice, donc dans le domaine du commerce international, pourrait intéresser l'administration du Sénégal? Est-ce qu'il y a d'ores et déjà des développements donc dans le domaine des documents commerciaux, des documents douaniers, des documents de contrôle que j'ai évoqués? Ça nous intéresserait beaucoup de le savoir. Nous, on est prêts en tant que comité français à partager les travaux qu'on est en train de conduire avec vous. On pense que vraiment, il n'y a que des bénéfices. Un bénéfice de modernisation de l'administration, un bénéfice d'attractivité évidemment pour le pays, son hub portuaire qui serait susceptible d'avoir un effet d'entraînement au niveau régional. Il y a évidemment un effet extrêmement positif aussi pour tous les leaders des chaînes d'approvisionnement et des chaînes de valeur qui se trouveraient en quelque sorte favorablement impressionnés par ce type d'effort. Voilà. Et donc, en plus, on est dans un contexte au niveau africain où vous êtes au tout début de la mise en œuvre de l'accord de libre-échange intra-africain, l'accord de la ZLECAf, qui est un accord de libre-échange extrêmement prometteur par rapport à son potentiel de développement des opportunités commerciales, de chiffre d'affaires. Mais évidemment, l'essentiel sera, et nous on l'a bien connu en Europe, puisqu'il nous a fallu, comme le dit souvent Marc, des décennies pour que notre marché unique fonctionne. Donc là, il y a une opportunité formidable de conjuguer en quelque sorte cette dématérialisation des procédures administratives liées au commerce international dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord ZLECAf. Et là, on tombe sur des sujets extrêmement concrets en termes de déclaration douanière ou de certificat d'origine. Donc voilà, c'était essentiellement le message que je voulais vous faire passer.
La crise a montré que la digitalisation faisait partie véritablement des priorités des grands acteurs, de tous les acteurs du commerce international. Le diagnostic est en cours au niveau mondial grâce à l'ICC. Un certain nombre de pays anglo-saxons ou de pays asiatiques très en pointe mènent la danse. Est-ce que nous, côté français, on peut s'engager plus avant avec tous les partenaires qui le souhaiteraient pour véritablement tirer parti de toutes ces opportunités liées à une digitalisation effective et efficace des règles du commerce international. Voici le message que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Merci Emmanuel, et merci d'être intervenu à distance sur le sujet. Alors, je vous présente deux de nos intervenants. Donc Nicolas Soyer, qui est de Rocha, mais qui est aussi patron d'une structure ici dans le domaine digital. Tu te présenteras peut-être un tout petit peu après. Et Olivier Sen, d'une entreprise de digital qui s'appelle Trade Easy, qui fait de la digitalisation du commerce international. Peut-être sur le contexte de la digitalisation sénégalaise, Nicolas, le micro est juste là. On en pense quoi pour l'instant ? Alors, le Sénégal est déjà en avance sur la digitalisation de tout ce qui est procédure douanière. Au sens large, depuis maintenant plus de 15 ans, on a donc Orbus, ça s'appelle ici. L'intégralité des déclarations douanières sont digitalisées depuis, et ça marche vraiment depuis une dizaine d'années. Donc on n'a plus besoin de papier pour faire de déclarations douanières à l'import ou à l'export. Donc la partie douane est 100% digitalisée. Ça marche bien, c'est efficace, qu'on soit agent en douane ou qu'on ait un transitaire à demeure dans les entreprises, c'est efficace, ça fonctionne. Depuis la déclaration préalable d'importation au général, ou alors pour la partie alimentaire ou pétrolier, sécurisé, etc., jusqu'à la délivrance finale en sortie de douane, tout est 100% dématérialisé. Donc ça, le Sénégal est assez en avance sur ses partenaires déjà de la zone. Alors la ZLECAf, c'est grand, hein, mais déjà, nous, on raisonne déjà OADA, c'est-à-dire Afrique de l'Ouest. Donc le Sénégal est bien en avance. La problématique après, c'est quand il faut payer le fournisseur. Et bien là, par contre, on a un truc, ça s'appelle la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, qui est, comme vous l'avez dit, ce sont des banquiers et ils aiment le papier, les tampons, les signatures. Et donc, même si on a tout un système digitalisé, on est obligé de réimprimer des tonnes de papier pour pouvoir payer les gens. Ce qui est un peu dommage. Et après, pour réexporter, par exemple, le Mali qui est enclavé, si on a des marchandises qui arrivent au port de Dakar, elles prennent la route. Et on a des contrôles douaniers divers et variés, 14 en moyenne entre Dakar et Bamako. Les douaniers, ils veulent des papiers. Puisqu'évidemment ils n'ont pas la 4G partout, un ordinateur et tout ce qui va bien pour vérifier. Dès qu'on est en dehors d'une importation simple ou d'une exportation simple Sénégal vers le reste du monde par bateau, par avion, dès qu'on attaque la zone africaine, là on est parti dans les papiers divers et variés, ce qui est, alors qu'au départ on a déjà tout le process qui est déjà fonctionnel et assez efficace. Ok, alors on parlait de digitalisation du commerce international. Alors, peut-être Olivier de présenter, parce qu'en fait vous êtes en plein dedans là, parce que digitalisation du commerce extérieur, c'est ce à quoi ça sert, Trade Easy, c'est ça ? Alors absolument. Alors Trade Easy, en fait, nous on est une entreprise, on est basé à Nantes pour les développeurs qui conçoivent nos logiciels. On a toute notre data center qui est à Mulhouse, avec des normes ISO 27001 et puis HDS, parce qu'on a aussi d'autres clients comme des mutuelles, donc on doit avoir des niveaux de sécurité un peu plus importants encore. Et effectivement, notre métier depuis 20 ans, en fait, c'est d'écouter nos clients et puis de leur concevoir des logiciels verticaux pour répondre à leurs problématiques. Et il y a 4 ans, on a été approché par des entreprises au départ de trading, qui faisaient du back-to-back, donc du Chine, Cameroun, Chine, autres pays, et qui, à part Excel, ne trouvaient pas de solution qui permettait d'avoir l'ensemble des fonctionnalités, depuis la partie commerciale, puis logistique, puis comptable, et puis finalement
je ne sais plus quel intervenant le disait, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Donc d'avoir une projection de la trésorerie pertinente. Et donc on a développé ce logiciel avec des sachants, avec des personnes qui connaissent le métier. Et évidemment, on a une GED intégrée, une gestion électronique de documents, qui permet à chaque client, pour chaque dossier, pour chaque opération, de pouvoir avoir l'ensemble des documents. Alors c'est sûr que Emmanuel de l'ICC le rappelait, une opération génère des dizaines et des dizaines de documents. Et en fait, nous, nos clients initiaux, les traders et après les importateurs ou les plus grosses entreprises, une de leurs questions, c'est de nous dire, par opération, en fait, quand quelqu'un nous redemande un document ou de réimprimer un document, on perd un temps dingue à retrouver le document qui a fait l'objet de telle opération pour telle organisation. D'avoir cette GED intégrée leur permet de renvoyer les documents, de pouvoir avoir une facilité de gestion de cette documentation qui est, on le découvre tous les jours, hallucinément pléthorique, quoi. Et dès qu'une société intervient dans un nouveau pays, c'est des nouveaux formulaires, des nouveaux certificats, etc. Donc on pourra peut-être en parler, mais qu'on peut nous générer de façon assez efficace et assez transparente. L'idée du logiciel, c'est quoi? C'est une aide à la gestion? Ou est-ce que, si tu avais à dire les 2 ou 3 avantages que ça peut représenter, c'est quoi? Ça ne fait pas gagner d'argent en tant que tel. C'est-à-dire qu'en fait, ça ne fait que gérer des opérations. Est-ce que c'est une source d'économie? Alors, on gagne en fait, un trader avec ou sans Trade-Easy gagne 25% de temps en plus. Donc avec la même équipe, il fait tourner son cash 25% de fois plus. Donc après, moi, c'est sûr ce que je dis à mes clients, c'est... Oui, ici, le cash, c'est le nerf de la guerre. Hein. Un trader, ailleurs aussi, tu as raison. Oui, non, mais, comme partout. Mais un trader, en fait, ne va réenclencher une opération quand il a fait rentrer son cash pour pouvoir repayer un nouveau container, repayer de la marchandise en Chine, etc. Donc, ou se le faire financer par des lettres de crédit et d'autres moyens. Donc évidemment, un outil comme ça, et au Sénégal en particulier, ça permet aussi d'accompagner l'entreprise à se structurer, s'organiser, et surtout aussi sécuriser le qui fait quoi dans l'entreprise. Nicolas est dans la partie, il le sait bien, c'est quand on a un logiciel où on a des profils d'utilisateurs, n'importe qui ne peut pas engager de l'argent, sortir un élément de stock de son stock, etc. Donc ça permet d'avoir des droits et une administration du qui fait quoi dans l'entreprise et dans le logiciel et dans l'engagement de l'entreprise vis-à-vis de ses partenaires. Nicolas, est-ce que c'est bien dans la culture sénégalaise d'utiliser des logiciels de gestion parce que ton activité... Là, tu tombes en plein dans mon activité. Donc, voilà. Je ne me suis pas présenté au départ puisque je répondais à la question d'Emmanuel sur la digitalisation. Donc moi, je suis Nicolas Sayer, secrétaire général de Rocham, mais aussi entrepreneur ici au Sénégal depuis 20 ans. J'ai une société d'édition de logiciels de gestion, d'où la très bonne question de Marc, et une société de services informatiques répartie sur toute l'Afrique de l'Ouest dans chacun des pays. La partie logiciel de gestion que j'ai racheté il y a maintenant 15 ans existe depuis 81 en Afrique de l'Ouest. Donc Est-ce que c'est bien dans la culture? C'était la question. Alors c'était pas dans la culture il y a 20 ans. Aujourd'hui, forcément les gens voient que l'efficacité en termes administratifs est nécessaire, surtout avec toutes les normes qui se rajoutent au fur et à mesure. Dès qu'on travaille en dehors de son petit précaré, on a besoin d'avoir des normes, des respects. Et puis dès qu'on grossit, on est passé de beaucoup de TPE à des entreprises qui commencent à avoir une certaine taille. Il faut savoir qui fait quoi, qui a le droit de faire quoi. Et donc nous, on est éditeur de RP, donc de logiciels de gestion intégrés qui couvrent toute l'activité de l'entreprise jusqu'à l'alias fiscal. Donc on part du tout le départ jusqu'à la fin. Donc évidemment, tout le monde ne doit pas pouvoir déclarer les impôts de la société, tout le monde ne peut pas embaucher un nouveau salarié, tout le monde ne peut pas commander n'importe quoi à n'importe qui ou vendre à n'importe quel prix n'importe quoi. Donc c'est dans le contrôle de base d'une entreprise, vous êtes tous investisseurs, vous savez ce que c'est,
mais on est dans des économies qui se structurent de plus en plus et qui ont besoin de grossir et donc de se structurer. Et pour ça, les logiciels de gestion sont indispensables. Plus personne ne gère papier-crayon, sauf la petite boutique du coin. Et encore, elle commence à être informatisée. On a plein de petites solutions digitales qui deviennent assez performantes et accessibles à tous. Alors, je vais mettre les pieds dans le plat, hein, mais c'est un peu ma spécialité, je suis désolé. En fait, est-ce qu'il n'y a pas aussi une grosse partie... Ma question était plutôt de dire, est-ce qu'il n'y a pas une grosse partie de l'économie sénégalaise qui est dans l'économie grise, finalement, et qui ne déclare pas un certain nombre de choses? Est-ce que ça tend à disparaître et donc de la faire, il va se structurer? Ou est-ce que c'est le fait d'une catégorie d'entreprises spécifiques qui sont des TPE et que finalement, ça ne te touche pas, finalement, de la faire? Alors, la digitalisation de l'économie formelle ou informelle marche des deux côtés. Ah oui, il n'y a pas besoin de... Après, c'est assez simple. Je vais vous parler de compta analytique. Une compta analytique, ça permet de gérer plusieurs activités d'une même entreprise de manière basique. Ça permet de gérer une économie formelle d'un côté, une économie informelle de l'autre. Donc nous, typiquement, la partie informelle nous crée plus de business puisque nous devons inventer des modèles adaptés à la demande de nos clients. Et c'est le cas pour tous les éditeurs ou toutes les sociétés de services qui sont implantées en Afrique au sens large. Donc au contraire, c'est souvent les entreprises qui jouent sur les deux tableaux qui sont nos meilleurs clients. Ah oui, qui sont le plus informatisés. En termes de prestations. Exactement. Ah oui, je ne peux pas empêcher, je suis désolé Assiatou, de profiter de votre présence, à vous poser la question. Est-ce que pour vous, banquier, une entreprise qui est organisée ou qui a un logiciel de gestion, c'est un plus pour vous? Ou est-ce que vous en tenez compte dans la cotation d'entreprise ou pas vraiment? Merci. On va dire que c'est un plus pour nous parce qu'on en a besoin. Et ça me permet peut-être de déflorer un peu le sujet de cet après-midi en parlant de la maison de la PME. Mais c'est sur ce vers quoi on tend. Donc on sait qu'on a un tissu économique informel qui est quand même très important au Sénégal. Et il y a beaucoup d'auto-entrepreneurs, de jeunes entrepreneurs qui se lancent mais qui n'ont pas le formalisme nécessaire pour leur permettre de matcher aux critères bancaires. J'ai entendu parler de la Banque centrale tout à l'heure et effectivement, nous sommes dans un secteur où l'activité est régulée. Nous avons une réglementation, donc on ne peut pas déroger à ces critères. Et donc l'objectif, c'est plutôt d'aller sur une montée en compétences et un renforcement en capacité de ces entreprises-là, de les aider à se structurer et à se formaliser pour remplir ces critères de façon à faciliter l'octroi de crédit. Donc on a beaucoup de partenariats avec différents partenaires. On a un réseau de 17 partenaires dont Eurocham pour la partie réseautage. Et on a également BPI France qui propose des MOOC de formation qui sont gratuits, le lien est même mis sur le site de la page de la maison de la PME pour que les entrepreneurs puissent se former aux basiques de la gestion financière. Après, arriver à un certain niveau de développement, forcément, il va falloir trouver d'autres solutions. Et ces solutions-là peuvent passer par des entreprises telles que la vôtre pour pouvoir sortir des états financiers et que nous puissions baser nos analyses sur quelque chose de concret et palpable, parce que l'octroi de crédit passera forcément par une analyse financière. Merci, c'est tout. C'était un peu impromptu, mais bon, je sais que vous êtes très réactif, donc je me permets. Moi, j'ai une petite question toute simple, c'est je ne vois pas comment je vais faire tourner mon cash 25% plus vite avec le logiciel ou avec le service que tu proposes. Donc, pratiquement parlant, excuse-moi de poser la question bêtement, c'est je fais tourner ça plus vite comment? Alors, et après, je rebondirai sur ce que vient de dire la personne de la Société Générale. Nous, nos clients, en fait, traders, c'est ce qu'ils nous disent, en fait. C'est que la même équipe, avec ou sans notre logiciel, ils travaillent plus vite. C'est qu'en fait, notre logiciel, comme tous les ERP, on a différents modules et qui enclenchent une première phase qui est la partie commerciale, avec la partie devis, avec la partie PFI, avec tous les documents qui sont générés automatiquement
envoyé en automatique depuis notre logiciel via un mail interne, avec toute cette traçabilité des différents échanges. Et quand tout d'un coup, tu as ton client qui te rappelle, qui dit vous m'avez envoyé un devis, etc., on a dans notre logiciel la traçabilité. Alors, donc ça évite les anomalies, ça évite les doubles saisies. Parce que c'est vrai que dans le commerce extérieur, en fait, le principal, c'est le nombre d'anomalies qu'on a à traiter dans les crédits documentaires, dans les lettres de crédit, dans les garanties diverses et variées, fait qu'en fait, souvent ça bloque. Puis alors les banques là-dessus disent vous êtes gentils, mais je suis désolé, comme moi je suis banque confirmatrice, si c'est pas exactement marqué comme il faut, moi je payerai pas, parce qu'ils ont raison, puisque c'est leur responsabilité qui est engagée. Donc ça évite quoi? Ça évite ça? Alors déjà, je pense que là Nicolas sera d'accord aussi, c'est que les ERP évitent les doubles saisies. C'est quand tu crées une fiche client, la fiche client, elle est déjà créée. C'est pas de dire, tiens, il faut que je fasse un nouveau bon de commande ou un nouveau devis, je vais retaper le nom, l'adresse, etc., etc. Donc c'est vrai que toute l'information qui est emmagasinée dans l'outil concourt à ce qu'elle reste dans l'outil et elle ne soit pas ressaisie, remanipulée, etc. Ça c'est sûr. Là-dessus, oui. Bon. Et oui. Je vais lui donner un peu des 25%. Dans du commerce international, encore plus dans du trading, il y a un process qui s'appelle un workflow. L'intérêt, c'est que si on a un logiciel qui gère tout ce workflow complet, à chaque étape, on sait est-ce que celui d'avant, il a répondu ou pas, en temps et en heure. Et celui qui a validé la dernière opération, il peut savoir si l'opération suivante a été validée par la personne qui doit le faire ou pas. Et il peut relancer facilement parce qu'il a normalement un tableau de bord qui lui dit il y a tel et tel dossier qui sont bloqués à l'étape au-dessus de la tienne. Et ceux d'en dessous peuvent le voir aussi normalement. Et ça permet d'éviter des blocages parce qu'il y a un mec qui est en congé, en vacances, etc. Enfin n'importe quoi, ou qui n'a pas vu passer l'alerte. Et ça permet de relancer directement sans avoir à aller dans le bureau du gars, regarder la corbeille de documents, est-ce que c'est signé, pas signé. Là, comme tout est digitalisé, c'est instantané. On sait est-ce que le dossier a passé l'étape d'après ou pas. Et on gagne un temps énorme. Et donc le temps, c'est l'argent. Et donc les 25%, en grande partie, ils sont là, je pense. Enfin, chez nous, en tout cas, oui. Ok, vous êtes tous en mode SaaS? Oui. Nous, on est en mode hybride, adapté à l'Afrique. Au Sénégal, on a la chance, on a la fibre optique, ça marche à peu près bien partout. Aller au Mali, au Burkina, au Niger ou au Tchad, le SaaS, vous oubliez quoi. Donc, on est resté sur un mode mixte. Alors, on fait du SaaS, évidemment. La pandémie nous a obligés à faire du télétravail pour nos clients qui avaient l'infrastructure nécessaire. On était déjà prêts et ça nous a accéléré. Ici au Sénégal, la pandémie a aussi généré du télétravail. Alors nous, on a quelques grosses entreprises consommatrices de main-d'œuvre administrative à qui on a mis justement toute la partie télétravail en place. Alors les industries, évidemment, quand il faut être derrière la machine ou dans l'agriculture, dans les champs, télétravail, on oublie. Mais tous les services administratifs de nos clients principaux, on leur a permis de faire du télétravail au bout d'un mois de pandémie. On était prêts et on en a développé et mis en place instantanément. Mais on garde le mode hybride, c'est-à-dire le classique, le serveur dans l'entreprise et les postes de travail à peu près autour, dès que les gens sont trop loin des connectivités Internet raisonnables. Côté Tradisi, tout SaaS. Alors nous, on est 100% SaaS, ça c'est sûr. On a beaucoup travaillé, nous, sur toute la partie time-out, quand on a des micro-coupures. Mais c'est sûr que si tout d'un coup on a une coupure de plus d'une heure, s'il n'y a pas de groupe électrogène dans l'entreprise, ça pose un vrai sujet. Ok. Et on ne peut pas utiliser le portable? Le téléphone, s'entend? Si, il y a des choses qui peuvent pas. Nous, on travaille sur tablette, on travaille sur portable, on est 100%. Donc, le portable, il y a moins de coupures. Oui, c'est ça. C'est nettement plus pratique. Mais tu n'as pas le réseau, même 2G partout. Nous, on a des très gros clients au fin fond de la Guinée, dans les mines. T'oublies. Dans les mines, oui, je veux bien. Ok, merci messieurs. Est-ce que vous avez des questions? Oui. Il va falloir que tu viennes. Attends. Ah oui, il n'a pas de micro pour lui. Hop. Je pense qu'il a. Merci. Alors, pour revenir en fait à la question de Mac tout à l'heure, pour utiliser nous Tradisi depuis environ 4 mois maintenant,
je pense que je peux apporter un élément de réponse qui va... Ah, il y a un utilisateur. C'était bien organisé, en fait. Le monde est mondial. Ah, le monde est mondial. Qui va aider peut-être d'autres entrepreneurs ici à comprendre ce que ça a vraiment changé pour nous. Alors nous, on vend des solutions, des équipements en agriculture, donc tout ce qui est mécanisation, transformation et tout. Et on a des clients partout en Afrique. Et avant Trade-Easy, on faisait 90% du temps à discuter avec les clients, à comprendre leurs besoins et tout. Et je dirais même encore 50%, donc on dépensait plus de temps même qu'on avait pour pouvoir satisfaire une demande. Et ce que ça a changé, c'est qu'une fois qu'on a compris le besoin d'un client, on était capable de lui répondre 3 fois plus vite avec une proforma. On était capable, chaque fois qu'un client avait une demande, parce que les clients, ils changent, ils disent aujourd'hui, je veux telle machine, et demain, ils disent, je veux encore une autre. Avec Trade-Easy, on était capable de moduler, de répondre beaucoup plus vite. Et quand vous êtes une PME, répondre plus vite à un client est un avantage concurrentiel, mais qui change tout. Et surtout, il y a une partie aussi dans le commerce international qui peut être très compliquée lorsque vous n'êtes pas un expert, c'est la partie logistique. Et Trade-Easy, c'est vraiment la force de Trade-Easy, c'est qu'on n'a plus à se poser des questions, parce que le logiciel te dit tout de suite, alors tu as ton BL à préparer, il te donne aussi tout ce qui est date de livraison prévue, date d'enlèvement, date de départ, et on n'a même pas besoin de former ou d'insister sur le personnel qui va utiliser le logiciel, parce que le logiciel a déjà fait le travail en amont pour que nous, derrière, on puisse se focaliser sur ce qui est très crucial pour une PME, c'est vendre et faire du chiffre d'affaires. Donc je pense que cet aspect-là aussi est très important quand il s'agit de digitalisation. Merci. Est-ce qu'il y a un autre? Alors, je ne sais pas s'il y a encore d'autres clients. Tu n'as pas des clients dans la salle? Vas-y. Oui, non, je voulais juste reprendre le point de madame de la Société Générale. Nous, on a été approchés par certaines banques qui, en fait, dans la partie structuration et organisation de leurs clients, nous ont dit en fait que les outils digitaux, la digitalisation, permet en fait, et Trade-Easy en l'occurrence, de rentrer dans une partie de votre chaîne de valeur, qui est de dire, si votre client peut vous fournir un tableau de trésorerie prévisionnel beaucoup plus pointu, beaucoup plus fiable, avec les ETD, les ETA qui changent tout le temps, parce qu'en gros, dans le commerce maritime, on est à peu près sûr que le bateau arrive, sauf si le canal de Suez est fermé ou si le bateau brûle. Mais on est sûr qu'il arrive à peu près, mais on n'est jamais sûr de la date, en fait. Et comme les lettres de crédit, comme vous avez des dates, etc., après vous devez faire, vous êtes plus experte que moi, mais des micro-relais ou des pré-relais derrière, etc. Moi, les banquiers avec qui je discute me disent « Oui, mais on n'est jamais sûr que les informations que notre client nous donne sont vraiment justes. » Et c'est là où certains banquiers me disent « Nous, Trade-Easy ou les ERP peuvent rentrer dans une partie de votre chaîne de valeur pour sécuriser l'information que vous donne votre client et vous, derrière, faire peut-être plus de lettres de crédit ou opérer des choses un petit peu plus différentes. » Il est malin. Effectivement. Par contre, je ne sais pas pour les autres banques, mais je sais que pour nous, Société Générale, et je parle sur le contrôle de mes collègues, on ne se limite pas seulement au KYC du client, mais on fait également de tout ce qui est KYC de l'opération. Donc on va aller jusqu'à traquer le bateau, traquer le numéro du container. On prend vraiment toutes les informations pour être sûr que... oui, on est obligé en fait, parce que tout ce qui est la BFT, lutte anti-blanchiment et puis financement du terrorisme, on est obligé de faire des diligences nécessaires par rapport aux autorités de régulation, que ce soit sur l'OFAC, que ce soit au niveau de... j'oublie. Bon, bref, voilà. Tout ce qui est, oui, voilà, anti-blanchiment. Et puis, FATCA, OFAC, on fait tout. On fait toutes les diligences nécessaires pour pouvoir identifier la transaction et être bien sûr que c'est une transaction licite. Donc, nous, derrière, en interne, on a notre propre usine de vérification. Maintenant, c'est toujours des possibilités qui s'offrent à nos clients pour peut-être nous permettre de faciliter un peu plus le travail, sachant que, comme le disait monsieur de l'Eurocham, nous avons également au niveau des banques accès à Orbus.
Donc, que ce soit les douaniers, les transitaires, les clients eux-mêmes, les banques également ont un accès Orbus par rapport à la partie qui est relative à la digitalisation sur tout ce qui est transactions. Oui. Merci à toi. Alors, une autre question. Bonjour, moi c'est Madame Diawara, Head Public Sector à UBA, United Bank for Africa. Nous sommes réputés être une banque très digitale. Par exemple, pour le trade, nous avons un portail appelé Trade Portal, où après tout ce qui est traitement de papier, Orbus et autres, vous avez le portail pour poster les lettres de crédit, faire toute la transaction sans pour autant avoir recours au papier physique. Donc ça, nous l'avons déjà, chez nous, au sein de UBA. Donc, j'aurais aussi aimé intervenir par rapport à la première intervention de la dame qui est en France, je pense. Elle a beaucoup parlé du paperless. C'est vrai qu'on parle de paperless, mais ici, par exemple, si je le ramène au Sénégal, c'est vrai qu'on est très en avance sur la partie digitale, mais on ne va pas jusqu'au bout. On digitalise, on dématérialise, et après, qu'en est-il du cashless? Parce qu'après avoir tout dématérialisé, jusqu'au bout, après, il faut payer. Je prends par exemple l'exemple de la douane, où tout est dématérialisé, on fait tout sur Orbis. Et au finish, on va à la douane ou au port pour faire la queue, payer ici à la caisse X, retourner caisse Y. Finalement, on perd toute une journée pour finaliser la transaction. Et pour cela, il y a le software qui permet peut-être de faire le paiement en ligne, etc. Mais au-delà de ça, il y a le hardware qu'on n'exploite pas assez ici au Sénégal, par exemple. Je parle par rapport à l'environnement dans lequel nous évoluons. Aujourd'hui, il y a du matériel très sophistiqué qu'on appelle aujourd'hui les bornes, les kiosques de paiement, où on peut mettre toute la dématérialisation sur un seul appareil, faire Mais pas le paiement, quoi, en fait. Voilà, ouais. tout ce qu'on peut faire et aller jusqu'à payer même. Et aujourd'hui, je ne le vois pas. Donc, je pense qu'on a beau parler de digitalisation, mais j'ai l'impression que... Le dernier kilomètre, il va falloir travailler sur le dernier kilomètre. On focus trop sur c'est comme dans le transport. Le process et après, à la fin, on bâcle tout. Je pense qu'on peut faire un focus sur ça. Et encore, j'interpelle la douane par rapport à ça. Parce que par rapport au hardware, genre les bornes, les TPE de paiement, les ATM, etc., ça, par exemple, c'est trop tchatché par la douane. Si aujourd'hui, on fait tout ce qui est développement de beaux software et qu'après, pour le matériel qui doit finaliser le paiement, on doit payer jusqu'à 45% de taxes. C'est décourageant. Et finalement, les banques et autres structures de paiement se rétractent. Ce qui fait que ça freine le développement de la digitalisation du commerce intérieur et extérieur. Merci beaucoup. Allez, réponse. Oui. Non, réponse, complément. Oui, je vais plutôt abonder dans le sens de ma consoeur de UBA. Effectivement, j'ai eu à travailler sur la digitalisation et le last mile est vraiment compliqué. Et puis tout ce qu'on a sur les droits de douane, souvent, vous n'êtes pas très loin, c'est à peu près 40%. C'est extrêmement cher pour faire venir des machines qui vont permettre de réduire toute cette manipulation des espèces. Mais ce qui se passe également, c'est qu'il y a des dispositions qui sont en train d'être prises. Bon, je ne sais pas s'il y a des gens des impôts et domaines qui sont là, mais il y a des steps qui sont en train d'être posés, et notamment tout ce qui est télédéclaration avec e-tax qui se fait avec certaines banques qui sont pilotes. Donc normalement, le projet doit être étendu à l'ensemble des banques pour toutes les entreprises, et je pense que c'est souvent les grandes entreprises au sens de la DGID, donc qui ont un chiffre d'affaires qui est supérieur à 5 milliards. Après, c'est quelque chose qu'il faut ouvrir aux autres services comme la douane par exemple, ou bien au niveau du port. Et là, ça permettra de faire gagner du temps.
Mais il y a également des solutions d'inclusion financière avec tout ce qui peut être mobile payment et paiement digitalisé qui sont commercialisés. Je ne vais pas faire la pub pour nous ou pour d'autres, mais il y a des solutions qui existent. Après, il faut qu'on puisse tous se mettre autour d'une table et qu'on puisse trouver une démarche commune et pour pouvoir y aller, parce que c'est là où le sens du PPP va venir avoir de l'impact par rapport au développement économique. Nicolas, tu peux prendre 2 secondes ta casquette Eurocham Alors, je prends ma casquette Eurocham pour le double réponse. Donc, sur la partie paiement, le last mile à la douane, ça dépend de votre transitaire. Moi, j'ai été industriel, client de chez vous, qui importe du matériel, et notre transitaire a des crédits à la douane et ne se déplace qu'une fois par mois pour faire un seul chèque ou un seul virement. Et donc, cas-là à la douane, et on n'a pas d'histoire d'espèces à manipuler. Ça dépend simplement est-ce qu'on a un gros ou un petit transitaire, est-ce qu'il a un crédit ou pas chez eux. Donc il y a des solutions. Juste après, c'est pas forcément accessible à tous les petits opérateurs qui font des opérations douanières chacun. C'est une question de caution douane, quoi. C'est ça, c'est des cautions douanières. Ça a un coût, mais après, c'est une facilité. Voilà. Après, on choisit son transitaire en fonction de la rapidité d'exécution qu'il est capable de nous fournir, puisque plus le matériel reste en douane, plus ça coûte cher. Donc si le transitaire est légèrement plus cher, mais infiniment plus rapide, à la fin, on gagne de l'argent, du temps, de l'énergie, et tout le monde y gagne. Je reviens aussi sur la partie e-tax. Au Sénégal, on commence à avoir aussi une digitalisation de toute la partie fiscale. Alors ça marche pour les petites et les grosses. Donc e-tax, c'est les grosses entreprises. Il y a servicepublic.sn pour les petites entreprises. Les moyennes, pour l'instant, ne sont pas concernées. C'est toujours étonnant. La majorité des entreprises sont au CME, au centre des moyennes entreprises, et ne sont pas digitalisées. Mais pour les grandes, ça marche infiniment bien. Sur la plupart des grandes banques de la place, on n'a pas de souci. Sur les petites, pour l'instant, toute la déclaration est digitalisée. Il n'y a que le paiement qui n'est pas encore intégré, mais ça viendra incessamment sous peu pour que ça se passe bien. Et juste, tu posais la question si j'avais des clients dans la salle. J'ai un petit cabinet comptable qui est client chez moi qui s'appelle Maïro depuis très longtemps. Juste, la digitalisation leur facilite aussi une petite chose. Eux, ils font aussi de l'externalisation de payroll. Ah oui, bien sûr. Ils ont quelques clients, notamment un qui doit avoir quelques milliers de salariés, dont les salariés sont partout sur le territoire. Et on a des solutions de pointage sur des trucs comme ça. Ah oui. Et le 26 du mois, boum, les bulletins sortent. Et donc les gens sont payés. Alors ceux qui sont bancarisés le 27, ceux qui ne le sont pas quand il y a l'espèce qui ressort. Mais globalement, juste en développant une petite appli de pointage mobile, ils ont gagné 15 jours de traitement et du temps, de l'énergie et de la satisfaction pour les salariés finaux des entreprises. Merci à vous tous d'avoir participé à cette session. J'ai essayé de rattraper le temps. On a un petit peu dépassé, mais pas trop. Donc impeccable. Merci Olivier d'être venu, puisque je crois que l'implantation au Sénégal est proche, ou quasiment faite, ou en cours. Elle est faite. Bon. Oui. Avec ces mots. On travaille avec eux et on... Bon succès en tout cas. Peut-être que vous avez des choses à faire ensemble. Hein. Je vais faire des mariages live, sympathique. Tu fais ce que tu veux. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails. Alors, pardon, excuse-moi. Vous étiez derrière moi, de la fin, je ne vous ai pas vu. Je voulais seulement intervenir pas longtemps, pour 2 minutes seulement. Je fais partie du cabinet du président Idrissa Seck et je comprends parfaitement la digitalisation des entreprises pour avoir travaillé plus d'une quinzaine ou 17 ans en Amérique du Nord, entre les États-Unis et le Canada. Je travaille avec 3 différentes banques et je comprends exactement dans ce que vous parlez. Et là où on va aller, j'ai été là-bas. J'ai été dans des situations pareilles où que nous, on n'a pas confiance au software ou au hardware et que finalement, on a utilisé le SAP et le monde s'en va vers là-bas. Donc, ça demande de pousser. On n'a pas de choix. Et la pandémie qui vient de la Covid-19 en dit long. Donc, la
digitalisation, avoir confiance à la technologie et travailler avec, et paperless devient une réalité. Donc, c'est ça que je voulais en partager. Et que c'est un encouragement que je dois donner. Parce qu'on va vers là-bas, il faut encourager les clients, il faut leur parler, et puis avec une approche, comme on dit, très, très scientifique, et des démarches très scientifiques, les gens vont adhérer à ça. Merci. Pardon. Juste au petit mot, hein, parce que j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt les différents intervenants, mais je veux dire que le Sénégal n'est pas véritablement à la traîne par rapport à l'utilisation des outils digitaux. On l'a déjà dit, je crois il s'appelle Nicolas, et la douane déjà a un système intégré et la dématérialisation existe déjà depuis très longtemps au niveau de la douane, le système est même rodé. Les administrations sœurs de la douane, que sont les administrations financières, telles que le Trésor et les impôts, ne sont pas aussi à la traîne parce qu'il y a la télédéclaration, il y a e-déclaration, il y a e-tax qui sont utilisés. Au niveau du Trésor aussi, la rapidité de l'exécution des paiements se fait sentir maintenant avec l'existence d'un logiciel SICA, qui est Système d'information de compense automatique, et qui a permis de gagner du temps parce qu'on mettait pour le paiement de la dépense publique, vous le savez, vous l'avez vécu sûrement, des jours ou des semaines avant le règlement. Aujourd'hui, le Trésor est considéré comme une banque et participe aux opérations de compense automatique chaque jour à 11h30. Et c'est automatiquement ventilé au niveau des banques. Il intègre le système bancaire. Merci. Puisqu'on disait les encourager, encourageons-les. Hein, je pense qu'on peut les applaudir. Et puis, je vous remercie de votre attention. Comment ça va se passer donc maintenant, les prochaines? Alors, il y a 2 ateliers de networking qui se passent à l'étage au-dessus. Donc, si vous voulez y participer, j'ai vu qu'on vous avait distribué une feuille par rapport au programme, donc ça vous permettra de vous y repérer. Donc là, dans le domaine de la santé, et j'ai un trou sur l'autre, ça va me revenir dans quelques secondes. Deuxièmement, on a à 14h donc la conférence sur le financement, et donc à 15h30 la conférence sur l'agriculture et l'agroalimentaire, auquel je pense que vous pourrez participer. C'est le moment là maintenant de faire un peu du networking si vous voulez bien en faire et si vous voulez bien aussi se servir de la salle des pas perdus pour tout simplement vous rencontrer les uns les autres. Merci, à tout à l'heure.